Bonjour à tous, voici une vidéo résumée du chapitre 8, Force et interaction du programme de Terminal STL. Dans cette vidéo, nous ne traiterons que la partie sur la chute libre. À noter que ce travail sur ce chapitre et cette partie peut correspondre aussi à d'autres programmes, notamment le programme de Terminal spécialité de la filière générale en physique-chimie. Alors, pour le contexte de cette vidéo, ici on va donc à chaque fois étudier un objet en mouvement, soit rectiligne, c'est-à-dire selon un seul axe, soit curviligne, c'est-à-dire qu'il aura un mouvement en deux dimensions, il va former par exemple une courbe, et donc là ça sera forcément selon deux axes, x et y par exemple, ou x et z, ça dépend comment on les nomme. À chaque fois cet objet sera en chute libre, c'est-à-dire qu'il va être soumis uniquement à la force du poids. Et puis l'objet va également parfois avoir une vitesse initiale et une position initiale qui n'est pas nulle. Pour cela, et dans le cadre donc de cette vidéo et sur la chute libre, on va travailler sur une balle en chute libre verticale, c'est-à-dire mouvement rectiligne, et puis une balle en chute libre, mais dans un mouvement plan, elle aura donc un mouvement curviligne avec une vitesse initiale. Tout d'abord, quelques rappels. On commence par le rappel sur le poids. Alors la formule vectorielle du poids, c'est le vecteur P, vecteur poids, est égal à la masse en kilogrammes fois G, le vecteur G, qui est l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Puisque c'est un vecteur, forcément, il a une direction, un sens et une norme. Prenons un exemple. On a une pomme dont on représente son centre de gravité par un point appelé G, et elle est soumise au poids. Cette pomme, elle va tomber de manière verticale, c'est donc la direction du poids. Un sens vers le bas, on peut aussi dire que c'est vers le centre de la Terre ou encore vers le sol. Et enfin, une norme qui est égale à m fois g, donc la masse en kilogrammes, et la valeur de l'intensité de pesanteur terrestre qui vaut 9,81. Deuxième notion très importante, c'est la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Cette formule vectorielle, c'est donc cette deuxième loi de Newton. La somme, cette première lettre, sigma en grec, c'est la somme des forces et qui est égale à la masse fois l'accélération. Autre notion importante, les relations entre accélération, vitesse et entre vitesse et position. Vous avez notamment vu en première la relation entre vitesse et position. Cette année, vous avez dû voir la relation entre accélération et vitesse. Donc la relation entre vitesse et position que vous avez vue en première, c'est donc v est égal à la dérivée de x par rapport au temps, dx sur dt. Et puis l'accélération par rapport à la vitesse, c'est donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est égale à l'accélération. Enfin, la dernière notion dont nous avons besoin ici pour cette vidéo, c'est quelques rappels de mathématiques, et notamment le lien qu'il y a entre une primitive et une dérivée. Là, je vous laisse mettre pause, on ne va pas les expliquer oralement. C'est des choses que vous devez connaître, notamment en mathématiques. Maintenant que nous avons revu les points importants qui vont nous servir dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter les 5 étapes qui sont à suivre pour déterminer les équations horaires. Les équations horaires ici, c'est le but de ce chapitre, c'est d'arriver à les retrouver. Donc 5 étapes, c'est les mêmes que ce soit pour la chute libre ou pour la partie 2. Là, vous avez la vidéo de la partie 1. Pour la partie 2, ça sera la chute non libre. C'est les mêmes étapes à suivre. Première étape, il faut faire un bilan des forces. Deuxième étape, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Couramment, on dit qu'on applique le PFD, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique. Ensuite, il va falloir exprimer les coordonnées du vecteur accélération sur les différents axes par leur équation horaire. Ensuite, il faudra trouver la primitive de l'accélération pour trouver les équations horaires de la vitesse. Alors à noter que pourquoi la primitive, parce qu'on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si on connaît l'accélération, il faut trouver la primitive de l'accélération pour trouver la vitesse. Et de la même manière, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, pour trouver les équations horaires de la position, il faut donc trouver la primitive des équations horaires de la vitesse. C'est un peu obscur, mais on va voir les exemples juste après. Alors, tout d'abord, pour le premier exemple, c'est donc la balle en chute libre
avec un mouvement rectiligne. Donc on a une balle qui est en chute libre, que je représente par son centre de gravité G. Sa vitesse initiale, c'est V0 égale 0, donc elle n'a pas de vitesse initiale. Et elle est lâchée à une coordonnée Y qui est égale à 0. Et à droite, j'ai représenté simplement le schéma avec l'axe, et on sait que donc la balle elle est lâchée sans vitesse initiale à la coordonnée Y égale 0. Première étape, il faut faire le bilan des forces. On a une balle en chute libre, elle est donc soumise à une seule force, c'est le poids P est égal à mg, que je représente ici sur mon schéma. On remarque ici donc que le poids, direction verticale, sens vers le bas, et sa norme c'est donc m fois g. Deuxième étape, le fameux PFD, ou principe fondamental de la dynamique, ou encore deuxième loi de Newton. Cette loi nous dit que la masse fois le vecteur accélération est égale à la somme des vecteurs force. Ici, on n'a qu'une force, c'est le poids, donc la masse fois le vecteur accélération est égale au vecteur poids. On peut réécrire alors le vecteur poids comme étant m fois le vecteur intensité de pesanteur terrestre. On supprime les masses, et il nous reste alors l'accélération fois l'intensité de pesanteur avec des vecteurs bien entendu. Troisième étape maintenant, on va donner les équations horaires de l'accélération. C'est-à-dire qu'on va exprimer les coordonnées du vecteur accélération sur les différents axes par des équations horaires. Ici, on n'a qu'un seul axe, c'est l'axe Y, on l'a vu. Donc la formule va être la suivante. AY de t, c'est-à-dire l'accélération sur Y au cours du temps, est égale à moins g. Alors pourquoi moins g? Parce que tout simplement, l'axe Y va vers le haut, et ici on a le poids qui va vers le bas. Puisqu'on sait que l'accélération, le vecteur accélération est égal au vecteur intensité de pesanteur, et que l'intensité de pesanteur, son vecteur, c'est vers le bas, donc à l'opposé de l'axe Y, forcément on a un signe négatif pour dire qu'on ne va pas dans le sens de Y, mais dans l'autre sens. Quatrième étape maintenant, on va chercher la primitive de l'accélération pour retrouver l'équation horaire de la vitesse. Alors, d'après les petits rappels qu'on a vus en début de vidéo, on sait que l'accélération, c'est égal à d de v sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Nous, on connaît l'accélération, on sait que l'accélération sur y en fonction du temps, c'est moins g. Donc, si on veut retrouver la vitesse, il faut trouver donc la primitive de cette accélération. Grâce à rappel de maths, on sait que une fonction dérivée de type f de t est égale à a, où a est une constante. Sa primitive, c'est a de t plus k'. A de t, a, on sait ce que c'est, ici c'est moins g, la constante moins g. Et puis k', en fait, il faudra s'adapter à la situation. Ici, en l'occurrence, ça sera la vitesse initiale. Donc, en intégrant, on trouve ceci. La vitesse en fonction du temps sur y, c'est égal à moins g de t, c'est-à-dire, on a remplacé a par moins g, et plus, du coup, la constante, vy0, c'est-à-dire la vitesse initiale sur l'axe y. On sait ici qu'une balle, notre balle en l'occurrence, elle est en chute libre et qu'elle n'a pas de vitesse initiale. Donc vy0 fait 0. Et on se retrouve donc avec vy de t est égal à moins gt. Enfin, la cinquième et dernière étape consiste à trouver une primitive de la vitesse, ce qui correspondra donc à l'équation horaire de la position. Alors comment on le sait? On le sait grâce à la relation que l'on a vue au tout début de cette vidéo. La vitesse est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Nous ici on connaît la vitesse, vy de t est égale à moins gt. Pour retrouver la position, il faut donc trouver la primitive de cette équation de la vitesse. Et grâce au rappel de maths, on sait qu'une dérivée de type f de t est égale à a de t, c'est-à-dire a une constante fois le temps. Sa primitive, c'est 1 demi de cette constante fois t carré, plus k, alors k secondes ici, c'est-à-dire une nouvelle constante. Par conséquent, ici, on remarque facilement que moins g correspond encore une fois à la constante a. Du coup, ici, on se retrouve avec moins 1 demi de gt carré. En fait, on a simplement remplacé a par moins g.
on a fait passer le moins devant le 1,5 pour que ça soit un peu plus propre et lisible. Donc on a moins 1,5 de gt carré, plus une constante qu'on adapte ici à la situation. En fait, ça correspond à la position initiale, y0. Et nous, on sait d'après le contexte de cette chute libre, de cette balle, qu'elle est lâchée à une coordonnée y0 est égale à 0. Donc, par conséquent, y0, il s'en va. Et il nous reste donc cette équation horaire finale de la position, y de t est égal à moins 1,5 de gt carré. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple maintenant, un petit peu plus compliqué pour le coup. Donc on a donc toujours une balle qui est en chute libre, mais cette fois-ci, elle a une vitesse initiale, donc c'est-à-dire que sa vitesse initiale est différente de 0, selon un angle alpha par rapport à l'horizontale. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est avec un schéma tout à l'heure. Et puis elle est également lâchée à des coordonnées x et y différentes de 0. Et cette balle, donc, elle est en mouvement plan, c'est-à-dire qu'elle va former en fait une courbe. C'est comme quand vous jetez une balle en l'air, elle finit par retomber en formant une courbe, une espèce de cloche. Voici donc le schéma qui représente la situation de départ. On voit que la balle, elle est donc lâchée aux coordonnées x0, y0, avec une vitesse initiale v0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. En gros ici, ce que ça veut dire, c'est qu'on jette la balle vers la droite et un petit peu vers le haut. Et il est également important de noter que cette balle, on n'exerce plus de force sur elle. En fait, on vient de la lâcher. Donc ça y est, elle est partie. Nous, on lui donne plus de vitesse. Elle est soumise à partir de ce moment-là qu'au poids. Première étape maintenant, le bilan des forces. Bon, comme je viens de le dire, elle est soumise qu'au poids. Donc P est égal à mg, on commence à connaître. Je représente ici mon poids sur mon schéma, vertical vers le bas. Et donc sa norme, c'est m fois g, donc la masse fois l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. On applique maintenant le principe fondamental de la dynamique, le PFD. La masse fois le vecteur accélération est égale à la somme des vecteurs force. Il n'y a qu'une force ici, c'est le poids. On sait que le poids, c'est m fois g. Et ensuite, on simplifie avec les masses et on obtient la même chose que tout à l'heure. Jusqu'à là, rien n'a changé. Troisième étape, les équations horaires de l'accélération. Alors là, les choses, elles commencent à changer un petit peu. Tout à l'heure, dans l'exemple précédent, on avait un seul axe, l'axe vertical qu'on appelait axe Y. Maintenant, ça change puisqu'on a deux axes, l'axe X horizontal et l'axe Y, l'axe vertical. Donc, tout au long de ce deuxième exemple, il faudra non pas une équation horaire pour chaque cas, accélération, vitesse et position, mais deux, une pour X et une pour Y. Ici, la plus simple, c'est sur X. Sur X, puisque le poids s'exerce uniquement sur la verticale, à l'horizontale, il n'y a pas de force qui s'applique, l'accélération est donc nulle. On peut donc écrire que A de x en fonction du temps est égal à 0. Et pour la coordonnée de l'accélération sur y, forcément il y a le poids qui s'applique, comme tout à l'heure. Il va vers le bas alors que y va vers le haut. On a donc AY de t est égal à moins g. Quatrième étape, on va chercher les primitives de l'accélération pour trouver les équations horaires de la vitesse. Alors pourquoi les primitives? Tout simplement parce qu'on a deux axes ici. Donc, chaque vecteur, accélération, vitesse ou position, on aura besoin de deux coordonnées, une sur x et une sur y. Et pourquoi on cherche la primitive? On se rappelle, l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si on cherche la vitesse par rapport à l'accélération, il faudra donc chercher la primitive de l'accélération. Ici, on aura besoin de deux rappels de maths. Tout d'abord, on s'intéresse à l'accélération sur x. C'est égal à 0. D'après le rappel de maths, une fonction dérivée de type f de t égale à 0, sa primitive, ce sera une constante k. Nous, en l'occurrence, ici, notre primitive, ça sera la vitesse initiale sur l'axe x. Et puis pour l'accélération sur y, là on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Moins gt plus vy0. Vous pouvez mettre pause si vous voulez un petit peu comprendre à partir du rappel de maths. Attention cette fois-ci, la vitesse initiale, ici, elle n'est pas nulle. Et en plus de ça, la vitesse initiale, elle est selon un certain angle alpha par rapport à l'horizontale.
On va donc chercher maintenant à savoir combien vaut précisément Vx0 et Vy0. Alors, j'ai refait mon schéma de départ, c'est-à-dire le moment où je lâche ma balle avec une vitesse initiale qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc là, notre but, ça va être de trouver les valeurs en fonction de cet angle alpha de Vx0 et Vy0. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un rappel de maths de collège avec la fameuse formule mnémotechnique SOHCAHTOA. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous cherchez sur Internet. Et ça nous donne 3 formules, c'est celle-ci. Tout d'abord, nous, on va chercher donc la coordonnée de V0 sur x, c'est-à-dire Vx0. Vx0, c'est donc la longueur qui clignote en rouge ici. C'est-à-dire ici, par rapport à l'angle alpha, c'est l'adjacent et on connaît V0, l'hypoténuse. Par conséquent, on va utiliser la relation du cosinus. Donc cos alpha est égal à Vx0 sur V0. Nous, on cherche Vx0, c'est donc égal à V0 fois cos alpha. Pour vous donner un exemple chiffré et concret, imaginons que la vitesse V0 c'est 10 mètres par seconde et que l'angle alpha fait 30 degrés. Et bien par calcul, on obtient 8,7 mètres par seconde. Ça veut dire que si on jette notre balle avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale à une vitesse de 10 mètres par seconde, ben ça veut dire qu'elle va se déplacer à l'horizontale de 8,7 mètres par seconde. Et elle va aussi se déplacer à la verticale, parce que si vous la jetez vers le haut, elle va monter. Et du coup, ça, c'est la composante, cette fois, y, Vy0. C'est ce qu'on cherche donc maintenant. Donc cette fois, Vy0, c'est donc la partie qui clignote en bleu, c'est-à-dire la partie de V0 sur Y, la coordonnée de V0, du vecteur V0 sur Y. Et donc cette fois, c'est l'opposé de l'angle alpha, donc on applique la relation du sinus. On cherche Vy0 qui est égal à V0 sinus alpha. Et donc, si je reprends ici par rapport aux valeurs que je vous avais dit tout à l'heure pour vous donner un exemple, ça veut dire que la vitesse sur Y, c'est 5 mètres par seconde. En résumé, voici le résumé. La vitesse V0, elle s'exprime donc sur deux axes, et donc il y a deux vitesses, une sur X et une sur Y, qui s'appellent donc Vx0 et Vy0. On vient donc de montrer que Vx0, c'est donc V0 cos alpha, et Vy0, c'est V0 sinus alpha. Et avec l'exemple chiffré qu'on vient de faire ici, on peut donc en déduire que la vitesse de cette balle qu'on a lancée vers le haut d'un angle de 30 degrés à une vitesse de 10 mètres par seconde, et ben ça signifie qu'en fait elle va se déplacer sur l'horizontale de 8,7 mètres chaque seconde, et puis sur la verticale de 5 mètres par seconde. Alors ça va durer qu'un temps, parce qu'on a le poids qui va la ramener vers le bas. Du coup, on reprend notre étape 4 avec nos équations de la vitesse sur x et sur y, et on remplace les constantes par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire pour Vx0, on a trouvé V0 cos alpha, et pour Vy0, on a trouvé V0 sinus alpha. Ça, c'est donc les équations horaires de la vitesse dans le cas qui nous est présenté dans cet exemple. Enfin, cinquième et dernière étape, on va chercher les primitives de la vitesse pour trouver les équations horaires de la position. Pourquoi les primitives? Encore une fois, parce qu'on a deux axes. Et pourquoi celle de la vitesse? Parce qu'on a cette relation. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc si on cherche la position, il faut faire les primitives de la vitesse. Alors ici, on aura besoin de deux rappels de maths que j'affiche. Et on va commencer par le cas le plus simple. Le cas le plus simple, c'est la vitesse sur x, qui est donc V0 cos alpha. V0, c'est la vitesse initiale, c'est donc une constante. Et alpha, c'est l'angle initial, c'est une constante aussi. Donc V0 cos alpha, c'est une constante. Et d'après le rappel de maths, une fonction constante, sa primitive, c'est a de t plus k', avec a, du coup, la constante de la dérivée, et k', une nouvelle constante. Bon, du coup, ici, on aura V0 cos alpha fois t, plus une nouvelle constante, x0. x0 qui correspond donc à la position de départ sur x au moment où on lâche la balle. Et ici, on ne peut pas l'enlever comme dans le premier exemple, tout simplement parce qu'on nous précise bien dans l'énoncé de cet exemple que la balle, elle est lâchée aux coordonnées x et y non nulles. Donc x0 a une valeur.
différent de 0. Pour ceux qui ont un petit peu du mal avec tout ça, je vous invite à faire pause pour reprendre ça en douceur. On va continuer maintenant avec la vitesse sur l'axe Y. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a en fait un petit peu et en quelque sorte deux parties dans cette équation. On a moins gt, c'est-à-dire une constante fois le temps, et v0 sinus alpha, une autre constante. Du coup, pour faire plus simple, en fait, on va chercher la primitive en deux fois. Tout d'abord, on va chercher la primitive de moins gt. Moins g, c'est donc une constante fois le temps t. Du coup, la primitive d'une fonction dérivée de type a de t, c'est 1 demi de at carré. C'est comme ce qu'on a vu dans l'exemple 1. Donc du coup, on peut écrire ceci, y de t est égal à moins 1 demi de gt carré. Alors vous allez me dire, mais il manque la constante. C'est normal parce qu'en fait, il va y avoir forcément une constante à la fin de cette équation horaire, mais sauf qu'on ne va pas la faire plusieurs fois, en fait on va en mettre qu'une à la fin, donc on la mettra tout à l'heure. Et puis ensuite, deuxième partie, on a V0 sinus alpha, c'est donc cette fois une constante, et quand on intègre une constante, on obtient la constante fois le temps, donc ici, plus V0 sinus alpha t. Et du coup, là par contre, on n'oublie pas la constante en l'occurrence, c'est y0. Et voici donc nos équations horaires de la position. Il faudra donc, en résumé, bien se rappeler des 5 étapes à suivre pour ce type de problème. Tout d'abord, faire le bilan des forces, afin d'ensuite appliquer le principe fondamental de la dynamique. En troisième étape, il faudra utiliser ce principe fondamental de la dynamique pour trouver les équations horaires des coordonnées du vecteur accélération. En quatrième étape, il faudra trouver les primitives de ce vecteur accélération et donc de ses équations horaires pour trouver les équations horaires de la vitesse. Et en cinquième étape, il faudra trouver les primitives des équations horaires de la vitesse pour trouver les équations horaires de la position. Et pour trouver ces primitives, il faudra bien se rappeler de ce tableau et des relations qu'il y a entre dérivées et primitives. Et en l'occurrence, ici, il n'y a que 3 cas à retenir. On peut également se rappeler un certain nombre de choses dans le cas général pour se rassurer. Alors le cas général, en fait, c'est quand on a une balle qui est en chute libre avec une vitesse initiale V0 qu'on lui a donnée selon un angle alpha avec l'horizontale. Il peut aussi nous être donné avec la verticale. Et donc ces choses qu'on peut se rappeler ici dans ce cas-là, c'est en fait les équations horaires. On peut essayer de les retrouver si on les connaît, si on s'en rappelle, on peut essayer de les retrouver et ça permet de nous rassurer. Sur x, puisqu'il n'y a pas de force qui s'exerce parce qu'il n'y a que le poids, et dans ces cas-là, l'accélération est nulle. C'est le PFD qui nous dit ça. Et grâce aux primitives, on peut retrouver la vitesse et la position sur x. Et en jouant avec les cosinus et les sinus, on peut retrouver la valeur de V0x en fonction de l'angle alpha. On fait la même chose sur y. Cette fois, il y a une force qui s'exerce, c'est le poids. Donc l'accélération, c'est moins g sur y. Et grâce aux primitives, encore une fois, on peut retrouver la vitesse et la position sur y, et on peut aussi réexprimer la vitesse v0y en fonction de l'angle alpha. Voilà ce qu'on peut essayer de retenir pour cette partie-là du chapitre. Voilà pour cette vidéo.